Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période pas très agréable. On va essayer de continuer notre année malgré tout avec une explication donc de Mes deux filles, poème de Victor Hugo, que vous pouvez trouver dans votre livre à la page 38. On va commencer par avant de commencer l'explication elle-même, on va faire une petite explication sur le recueil en lui-même parce qu'on n'a pas eu le temps de faire ça ensemble. D'abord, donc, on va situer notre poème dans le recueil, on va essayer de comprendre comment le recueil lui-même marche. Ce qu'il faut savoir en premier, c'est que ce recueil est structuré en deux parties. La première s'appelle Autrefois. Elle est datée par Hugo entre 1830 et 1843. Et la deuxième s'appelle Aujourd'hui. Et donc, elle correspondrait aux années 1843 à 1855. Ça signifie donc que notre recueil se sépare entre un avant et un après, autour de la date 1843, clairement, mais qu'est-ce qu'elle représente pour lui? Cette date charnière, vous allez pouvoir la trouver dans votre livre à la page 274. C'est le 4 septembre 1843, c'est la mort de Léopoldine, la fille de Victor Hugo alors qu'elle venait de se marier, qu'elle avait 18 ans. Hugo représente cette mort dans son recueil par une ligne de points. C'est une séparation entre l'avant et l'après. Plus rien ne sera comme avant. C'est aussi le signe de l'absence d'un poème. Le poète ne peut plus parler. Cette mort lui a coupé la voix. D'ailleurs, le poème suivant s'appelle 3 ans après et il est daté de 1846. Ça veut dire qu'il lui aura fallu 3 ans pour se remettre à écrire. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Vous allez voir que Victor Hugo datait ses poèmes pour leur donner un sens, donc c'est pas forcément la date exacte, mais en tout cas c'est le sens qu'il a voulu donner à cette ligne de points et à la suite. Notre poème maintenant, celui dont on parle, Mes deux filles, se situe au début du recueil, ici. Donc il est dans le recueil Autrefois et dans le premier livre qui s'appelle Aurore. Il est daté, vous le voyez à la fin du poème, de juin 1842, un an avant la mort de Léopoldine. C'est un poème donc qui s'inscrit dans un temps heureux et insouciant, où tout va bien. Victor Hugo dit dans sa préface, je vous conseille vraiment de la lire parce qu'elle éclaire énormément tous les textes qui suivent, que les contemplations sont les mémoires d'une âme. Retenez cette expression, c'est le nom qui a été donné à votre parcours dans le programme de cette année. Donc c'est les mémoires de son âme, c'est-à-dire une sorte d'autobiographie, la vie d'un homme, sa vie à lui. Ce recueil, donc, c'est important de le savoir, a une portée autobiographique. Ça ne veut pas dire pour autant que la chronologie du recueil, c'est la chronologie de l'écriture. Si vous ouvrez votre livre à la page 578, tout à la fin du livre, vous verrez d'un côté qu'il y a les dates du manuscrit, là en général la vraie date à laquelle elle a été écrite, et de l'autre la date de l'édition, qui n'est très souvent pas du tout la même. Donc Hugo a inventé des dates pour donner un sens différent à ses poèmes. Il a ordonné son recueil non pas dans l'ordre où il les avait écrits, mais dans l'ordre qui donne le plus de sens à ses poèmes. Pour Mes deux filles, on a un doute. Vous avez vu qu'il a été écrit, du moins c'est ce qu'il dit, à La Terrasse en 1842. C'est un château où il aurait séjourné en vacances pendant l'été 1840. Ce n'est pas possible qu'il ait écrit ça à La Terrasse en 42 puisqu'il n'a pas séjourné là-bas en 42 et le château avait été vendu. Deux autres poèmes du recueil ont soi-disant été écrits à La Terrasse et ont été datés, eux, de 1840, mais on sait par les manuscrits qu'ils ont été écrits plus tard. Donc c'est évident qu'il utilise ce lieu comme une image du bonheur. Et enfin, on a trouvé une lettre à un ami sur le poème Mes deux filles, écrite en 1855, avec une petite correction sur le poème. Donc, tout ça nous amène à penser que ce poème aurait été écrit plutôt en 1855 qu'en 1842. Donc, changement très important parce que, au lieu d'être avant la mort de Léopoldine, il aurait été écrit
après, même si Hugo le place avant. On peut maintenant que vous avez compris ça passer à l'introduction vraiment de notre poème. Vous allez voir donc on va revenir sur cette différence de date qui a beaucoup d'importance. Donc quand on présente notre texte, on va commencer par bien sûr dire que Victor Hugo est un très grand auteur du 19e siècle qui s'est illustré dans tous les genres, en poésie, donc là on a les contemplations, mais aussi dans les romans avec Notre-Dame de Paris, dans le théâtre, et c'est le chef de file des romantiques. Ce recueil est écrit dans des circonstances étranges puisque il a été écrit en exil, puisque Victor Hugo était inquiété puisqu'il s'est opposé au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Et surtout, il a été écrit après la mort de Léopoldine, qui a été un drame, peut-être le plus grand drame de sa vie et dont il ne s'est jamais remis. C'est une autobiographie poétique, mais on l'a dit, et voilà, il faudra que vous l'expliquiez à votre examinateur, non chronologique. Ce n'est pas l'ordre dans lequel il a écrit les poèmes. Notre poème, à nous, est daté de 1842, mais on se demande si c'est pas plutôt quelque chose qui a été écrit en 1855, après la mort de Léopoldine. Ce poème, il faut commenter un petit peu sa forme, hein, donc c'est un simple dizain, il comporte 10 vers, en alexandrin, donc avec des vers de 12 syllabes chacun. Son thème, c'est une simple description d'une image heureuse. Les deux jeunes filles de Victor Hugo, Léopoldine et Adèle, sont assises ensemble dans un jardin. C'est un simple instant, c'est un moment. Ici, n'oubliez pas de faire la lecture, je vous la fais. Entraînez-vous à la faire parce que la poésie, c'est vraiment important de savoir vraiment quel E on prononce, quel E on ne prononce pas pour bien respecter les maîtres. Dans le frais clair-obscur du soir charmant qui tombe, l'une pareille au cygne et l'autre à la colombe, belle et toutes deux joyeuses, ô douceur. Voyez, la grande sœur et la petite sœur sont assises au seuil du jardin, et sur elles, un bouquet d'œillets blancs aux longues tiges frêles, dans une urne de marbre agitée par le vent, se penche et les regarde, immobile et vivant, et frissonne dans l'ombre, et semble, au bord du vase, un vol de papillons arrêté dans l'extase. Écrit à la terrasse, près d'Enghien, en juin 1842. On va donc se poser la question suivante pour analyser le texte. Comment cette évocation d'un souvenir heureux bascule-t-elle peut-être vers une annonce de la mort de Léopoldine? Il est difficile de distinguer des mouvements dans ce poème parce qu'il est très court, mais on peut quand même voir que la première moitié du poème, des vers 1 à 5, décrit précisément l'image des deux sœurs, tandis que la deuxième moitié du poème, des vers 6 à 10, se concentre sur l'extase du bouquet d'œillets à proximité des deux jeunes filles. Avant d'entrer dans le détail du poème, on va le regarder dans son ensemble. On va rappeler donc que c'est une forme très simple. Il n'y a qu'une seule strophe, très courte, seulement de 10 vers, c'est un dizain. Les rimes sont suivies. On a tombe qui rime avec colombe, puis ensuite douceur avec sœur. C'est la forme la plus simple de rime qu'on puisse imaginer. Et puis c'est une seule phrase, malgré une syntaxe un petit peu étrange et une ponctuation forte, l'exclamation au vers 3, c'est quand même une seule phrase. Donc on a un poème qui est simple, familier, à l'image de ce qu'il raconte, à l'image de son thème. On peut maintenant rentrer plus précisément dans le poème avec la première partie, des vers 1 à 5, l'image des deux sœurs. On va d'abord remarquer que c'est une description qui se présente comme un tableau. Tout d'abord, au premier vers, Hugo parle de clair-obscur. C'est un terme qu'il a emprunté à la peinture et qui signifie un effet où la lumière contraste avec un fond sombre. Ici, je vous ai mis un tableau qui n'a rien à voir avec Hugo, c'est Georges de la Tour, mais qui vous donne un exemple de clair-obscur. On a la flamme, le visage très éclairé sur un fond sombre. Donc, on est quand même dans un domaine de la peinture qui donne l'impression que donc, ce poème de Hugo est une sorte de tableau. Il nous invite à regarder ces filles comme une œuvre d'art. On voit aussi que Hugo parle d'un frais clair-obscur. Ici, on peut parler
de synesthésie. Qu'est-ce que c'est que la synesthésie? C'est associer des impressions qui viennent de domaines sensoriels différents. Il y a des personnes qui, quand ils voient des lettres ou des chiffres, voient une couleur avec. Pour eux, un 3, c'est clairement bleu. Donc ici, on a un mélange des sens, comme dans ces synesthésies-là, puisqu'il y a le frais qui relève du toucher et le clair-obscur qui relève de la vue. Donc, Victor Hugo nous invite à percevoir cet instant comme un tout qui mélange même les sensations, même les différents sens entre eux. Il parle ensuite d'un soir charmant. Ça, on peut souligner que c'est un hypallage. Un hypallage, qu'est-ce que c'est? C'est une figure de style qui consiste à transférer les caractéristiques d'un mot vers un autre, ce qui crée un effet de surprise. Ici, c'est pas le soir qui est charmant, ce sont les jeunes filles. Mais dans cet instant parfait où tout se mélange, c'est le soir qui est devenu charmant. Elles ont prêté leurs caractéristiques au moment complet. Enfin, il parle donc du soir qui tombe, toujours dans le vers 1. Ici, on peut commencer à se poser la question, voilà, si c'est écrit en 1842, c'est simplement le cadre, le soir tombe. Par contre, si c'est écrit en 1855, ce moment évoque clairement un passage, pour ici, du jour à la nuit, mais donc un passage qui peut évoquer le passage de la vie à la mort. Donc ici, on rappelle la date que Victor Hugo a donnée à ce poème, il aurait donné 1842 comme date. C'est l'année avant la mort de Léopoldine. Donc on est bien à ce moment d'entre-deux, comme le soir entre le jour et la nuit, mais pour Léopoldine, le moment juste avant la mort, entre la vie et la mort. Donc est-ce que c'est un pressentiment? Si ça a été écrit en 1855, on peut très probablement le dire. Ensuite, au vers suivant, on a une comparaison avec le cygne d'un côté et la colombe de l'autre. Donc, elles sont toutes deux comparées à des oiseaux. Elles sont prises dans la même comparaison. Ce sont des oiseaux blancs, tous les deux, donc symbole de pureté, d'innocence, de légèreté. Les filles sont représentées comme innocentes, puisqu'elles sont enfants. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus douloureux si on imagine que c'est une référence à la mort de Léopoldine, puisqu'elle a été cueillie à 18 ans, à un moment où où c'était presque encore une enfant, donc elle n'avait rien fait de mal, c'est l'innocence de l'enfance. Ensuite, on peut remarquer que c'est autobiographique, ce poème, puisqu'il décrit ces deux filles, mais les filles ne sont pas nommées. D'ailleurs, Léopoldine n'est nommée nulle part dans le recueil qui pourtant tourne autour de sa mort. Ici, on peut souligner que donc Victor Hugo a voulu faire de ce recueil quelque chose d'autobiographique, mais il a aussi voulu lui donner une dimension universelle. Il a voulu que chacun puisse s'y reconnaître. Je vous ai mis un morceau de la préface juste à côté. Il demande à propos de son livre: est-ce donc la vie d'un homme? Oui, et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Vous vivez ce que je vis, la destinée est une. Ça veut dire on est tous capables de comprendre ce que vivent les autres et de s'identifier à eux. Prenez donc ce miroir, le recueil, et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent « moi ». Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Ah, insensé, qui croit que je ne suis pas toi. Donc, on a vraiment cette idée de l'universalité, du fait que le lecteur doit autant ressentir ce que lui ressent, puisque même si c'est sa vie à lui, ça concerne tout homme. On peut passer à une deuxième idée, après avoir parlé donc de la description des deux jeunes filles, on peut parler du regard du poète. Ce poème ne mentionne aucun narrateur, celui qui parle, mais c'est rendu assez évident à cause du titre, mes deux filles, à cause donc de ce possessif, le « mais ». Ensuite, on peut sentir encore une fois que c'est bien le poète, le père qui parle, puisqu'on a de nombreuses virgules, exclamations dans ce passage, vous allez voir. Ici une première virgule, là une autre, belle, et toutes deux joyeuses, encore virgule, un point d'exclamation, une virgule ici, ce qui fait que voyez est un rejet, il est rejeté juste devant
ponctuation au vers suivant. Donc ça fait une phrase qui n'est pas du tout fluide. La première phrase, si vous la relisez, vous verrez qu'elle est fluide. Dans le premier vers, pas la première phrase. Dans le frais clair-obscur du soir charmant qui tombe, ça coule. Ensuite, ça va être beaucoup plus heurté. Belle et toutes deux joyeuses, ô douceur, voyez, la grande sœur et la petite sœur. Et cette syntaxe heurtée, cette phrase qui ne coule pas de source, montre l'émotion du père quand il regarde ce tableau-là. Vous avez ensuite ce qu'on appelle une exclamation lyrique, ô douceur, qui trahit l'émotion du poète. Qu'est-ce qui provoque cette douceur? Pourquoi est-ce qu'il est si heureux en ce moment, Victor Hugo? C'est parce qu'elles sont joyeuses. Encore une fois, si on pense qu'on est en 1855 quand il écrit ça, c'est qu'il l'écrit rétrospectivement et que cette joie de les voir, cette douceur, pardon, de les voir joyeuses ne reviendra plus jamais. Donc Victor Hugo est en train de se rappeler ce que c'était que d'avoir deux filles heureuses. Je vous mets une petite explication sur ce que c'est que le lyrisme, pour comprendre l'exclamation lyrique. C'est l'expression d'une émotion personnelle intense. Ensuite, on passe au vers 4 avec l'impératif, voyez, qui est une apostrophe au lecteur, c'est-à-dire une façon de s'adresser directement au lecteur. Hugo l'invite à regarder le tableau qu'il décrit. Ensuite, on peut souligner le seuil du jardin, tout comme le soir qui tombe, qui est un seuil temporel entre le jour et la nuit. Là, on a un seuil spatial, physique, entre le jardin et le reste du monde. Donc les deux jeunes filles se trouvent dans un espace entre deux, entre le jardin et le reste. Encore une fois, si c'est écrit en 1855, on peut se dire que ça préfigure la mort de Léopoldine, puisque en 1842, elle était entre la mort et la vie. Ensuite, on relèvera au vers 5 une allitération en S. Une allitération, c'est une figure de style qui est une répétition d'une même consonne dans une même phrase ou un même vers. Ici, en S, on entend son, assise, avec le S un peu plus sifflant, le S de la liaison, sont assises au seuil, encore là, du jardin et sur elle. Donc on entend vraiment beaucoup ce S qui évoque peut-être un bruissement doux, puisque c'est un moment très très délicat, soit le bruissement des robes des deux jeunes filles, soit peut-être déjà le bruit du bouquet des œillets qui arrive au vers suivant. On finit donc notre première partie, on fait une conclusion partielle. On comprend que le poète Victor Hugo arrête le temps à cet instant précis et il veut en faire un tableau qui contient tout ce qui l'a rendu heureux comme père. De ce tableau se dégage une impression d'harmonie, de douceur, d'innocence. C'est bien une contemplation, tant du poète que du lecteur, ce poème, le lecteur, lui, étant directement invité à regarder cette tranche de vie. On passe maintenant à la deuxième partie de notre explication, la deuxième moitié du poème, des vers 6 à 10, qui se concentre sur l'extase du bouquet d'œillets. On commence d'abord par d'autres indices, on en a déjà vu dans la première partie, mais d'autres indices d'une mort à venir, toujours dans l'hypothèse où ce poème serait écrit en 1855. On parle donc ici, au vers 6, d'œillets blancs. On retrouve le thème de la blancheur, de l'innocence, qui rappelle la blancheur de la colombe et du cygne avec lesquels les deux jeunes filles ont été comparées. On peut relever le terme des deuillets, dont vous avez un exemple à droite, qui sont des fleurs qui peuvent évoquer la mort parce que en Europe du Sud, on les utilise beaucoup pour les couronnes mortuaires. Donc encore une fois, ce serait soit un pressentiment, soit une façon d'annoncer la mort de Léopoldine. On peut ensuite commenter l'expression des longues tiges frêles, qui montrent une beauté, une certaine élégance avec l'adjectif longue, mais aussi une très grande fragilité. Et en ce sens-là, les œillets sont, comme les deux jeunes filles, extrêmement belles, comme c'était dit au vers 3, mais également très fragiles, puisque il y en a, Léopoldine va mourir,
Et je vous l'ai dit, Adèle, la seconde fille, elle va sombrer dans la folie un petit peu plus tard. On peut enfin relever le terme de marbre au vers suivant, qui est donc l'urne, le vase dans lequel les œillets se trouvent, qui est un matériau qui est très souvent utilisé pour les tombeaux, donc encore une fois, quelque chose qui annonce une mort. On passe à un deuxième aspect de cette partie du texte. L'extase du bouquet devant les jeunes filles reflète en fait l'extase du poète. On commence par remarquer qu'il y a beaucoup de conjonctions, la conjonction de coordination est beaucoup répétée, des vers 8 à 9. Se penche, donc le bouquet se penche et les regarde, immobile et vivant, et frissonne dans l'ombre, et semble au bord du vase. Normalement, on essaye d'utiliser le « et » seulement à la fin d'une série, et ici, il est utilisé 3 fois. Donc, pourquoi ça semble parce que ça semble être une description qui est faite au fur et à mesure quand le poète regarde ce bouquet bouger. Ensuite, on peut noter qu'il y a une personnification du bouquet ici, puisqu'il regarde les jeunes filles. On a également là une multiplication des regards, puisqu'il y a le père qui regarde, Victor Hugo. Il y a le lecteur qui était invité à regarder avec vous voyez, et maintenant c'est le bouquet lui-même qui regarde. Donc il est personnifié puisqu'on lui a attribué des propriétés humaines alors que c'est une chose inanimée, un bouquet de fleurs. Pourquoi est-ce qu'il est personnifié? C'est parce que il prend en fait les sentiments du père lui-même. Encore une fois, c'est un mélange, tout se mélange, et donc les sentiments du père se transmettent à un bouquet. Ensuite, on peut relever immobile et vivant. Cette expression-là, qui est un oxymore. Alors un oxymore, c'est donc une figure de style qui réunit deux termes de sens contraires à l'intérieur d'un même groupe de mots. Ici, le bouquet est décrit en même temps comme immobile et vivant. Donc ça ne s'oppose pas complètement, mais assez fortement malgré tout. Le bouquet semble à la fois bouger, être vivant, et être immobile. Peut-être encore que c'est un pressentiment de quelque chose qui est entre la vie et la mort. Enfin, on peut relever l'expression, le complément circonstanciel, au bord du vase. On est dans un seuil, encore une fois, entre deux, on était au seuil du jardin, on était entre le jour et la nuit, et là le bouquet est au bord du vase, encore une fois, entre les deux, avec cette histoire de être entre la vie et la mort. On peut relever encore ce qu'on va appeler donc l'enjambement. Ça, c'est un procédé de métrique en poésie qui consiste à faire déborder un groupe de mots sur deux vers. Ici, vous voyez la phrase qui commence donc le bouquet semble au bord du vase, un vol de papillons arrêté dans l'extase. Donc le COD du vers semble, parce qu'on ne sait pas à quoi il ressemble, il est rejeté au vers 2, ça crée un espèce d'effet d'attente, et donc le vers 10 est fortement mis en valeur par ça, et ça va être une sorte d'apothéose, une sorte de fin forte du poème. On peut souligner encore le fait qu'il y a donc une comparaison avec du bouquet avec un vol de papillons qui est arrêté dans l'extase. Donc encore une fois, deuxième oxymore, le bouquet bouge, puisque les papillons, évidemment, ça ne fait que bouger, mais il est arrêté. C'est une façon pour le poète, pour Victor Hugo, de suspendre le temps, de dire voilà, même ce qui bouge le plus, en cet instant parfait, est arrêté. Et enfin, donc on a la fin du poème sur ce mot d'extase, donc il est fortement mis en valeur. Ça décrit donc un moment exceptionnel qui fige le temps, puisque l'extase, c'est un instant de joie intense, un moment privilégié causé par quelque chose qui absorbe toute notre attention et tout notre être. C'est un terme qui est d'habitude plutôt religieux, on l'utilise pour parler d'une impression d'être en communion directe avec Dieu, de pouvoir communiquer avec Dieu. Ici donc, cette extase s'est provoquée par la vision de ces jeunes filles qui sont si belles et qui sont heureuses dans ce moment parfait. On arrive donc à la fin de
notre explication, on commence par une conclusion partielle, donc de la deuxième partie de ce poème. Hugo a donc pris une image de mouvement, avec le mouvement du bouquet, mais les deux jeunes filles aussi, peut-être, qui bougent sans doute. Mais il l'a arrêté dans le temps. C'est vraiment un arrêt sur image. Si vous remarquez, il ne se passe rien du tout dans ce poème. C'est vraiment juste un tableau. Il a figé cette image dans le temps comme un instantané pour garder ce souvenir précieusement. On peut imaginer, si le poème bien été écrit en 1855, que Hugo cherche à se rappeler un moment heureux qui précède la mort de Léopoldine et cherche à arrêter le temps sur ce moment heureux parce que c'est fini. Lui, il sait déjà ce qui se passe après. Donc il voudrait non seulement remonter le temps en datant son poème de 1842, mais arrêter le temps à ce moment-là. Enfin, on peut finir en revoyant la petite mention à la fin qui donne la date et le lieu. C'est écrit donc à la terrasse. Je vous ai dit que c'était le nom du château où il avait passé ses vacances en 1840. C'est peut-être une façon, ça a peut-être été choisi ce lieu parce que c'est assez symétrique avec le lieu où il se trouve au moment où il écrit les Contemplations. Vous savez qu'il a dû s'exiler dans des petites îles anglaises de Guernsey et Jersey. Et quand il est à Jersey, il habite dans une maison qui s'appelle Marine Terrace, ou il faudrait le prononcer à l'anglaise. Et donc ça fait une sorte de symétrie entre cette terrasse de l'avant de l'autrefois et la Marine Terrace de aujourd'hui. Autre indice qui nous fait croire que ça a quand même été probablement écrit en 1850. On peut passer à la conclusion. Ce poème, donc, si on pense qu'il a été écrit en 1842, il apparaît comme un souvenir d'un moment merveilleux dont la contemplation permet d'arrêter le temps, de transformer la scène en tableau. On a vu l'aspect pictural, le terme de clair-obscur. Un tableau donc que tout le monde regarde, le poète, le lecteur, et même des choses inanimées, les œillets. Tout le monde admire ces deux jeunes filles qui ont l'air si belles et si heureuses, même si elles sont si fragiles. Si on pense, et c'est probablement le cas, qu'il a été écrit en 1855, là on découvre que de nombreux détails laissaient déjà deviner la mort prochaine de Léopoldine, ce qui donne une mélancolie discrète à ce souvenir heureux. J'espère que ça a été clair pour vous. Vous avez de toute manière la forme écrite de cette explication de texte. N'hésitez pas à me poser des questions en cas de besoin.